nous allons bien sûr débattre sur le niveau de SMR. La SMR, les firmes ne réclament pas contre notre rétrogradation, puisque vous avez proposé une ASMR de type 5 au lieu que ces produits avaient 4 par le passé. Donc ce qu'ils souhaitent, ce que les firmes souhaitent, vous l'avez compris, c'est un SMR important. Et au pire, disent-elles dans leurs observations écrites, car nous avons aussi dépioté avec le service, en particulier avec Patrick Semenzato et avec Anne Danton, les observations écrites. Il y en a des pages et des pages. Nous avons digéré ces observations écrites. Et parmi les demandes formelles, et je m'étonne qu'elle n'ait pas été évoquée aujourd'hui au cours de cette audition, il y a la durée de prise en charge. Alors je dois dire que nous avons demandé immédiatement à Patrick Semenzato de se pencher sur ce problème, plus encore à fond que nous ne l'avions fait précédemment avant le 20 juillet. Et Patrick Semenzato et Anne Dandon ont rédigé une note tout à fait exhaustive qui explique le pourquoi du fait que nous ne pouvons pas approuver un traitement de durée illimitée. Alors nous n'allons pas, cette note est à votre, bien sûr, est une note qui n'est pas confidentielle, qui est une note pour les membres de la commission, et que donc vous allez voir intégrée dans le projet d'avis dont vous voterez, que vous libérerez. Mais le grand argument quand même, c'est que nous n'avons pas d'études, de méthodologie fiable et donc de conclusions solides qui permettent de dire après 1 an. Alors, même la plupart des études, c'est 6 mois, c'est pas 1 an. Bon, donc là, alors, en revanche, je vous le livre comme cela, et puis on va en discuter. Moi, j'ai été extrêmement sensible au fait que nous avons dit 6 mois, réévaluation, et encore 6 mois, et c'est fini. Et j'ai été, parce que nous ne sommes pas capables, à l'heure actuelle, la communauté scientifique n'est pas capable de dépister les futurs répondeurs. Et alors, nous savons qu'il y a des effets indésirables. Ils n'ont pas été très valorisés, si j'ose dire, par cette audition. Et il nous semble que ces effets indésirables ont d'autant plus de chances, de risques en tout cas, de se manifester que le traitement est long. Et ils ne sont pas acceptables si le traitement est inefficace, c'est-à-dire si le patient échappe. Cependant, l'argument qui consiste à dire, et moi cet argument me paraît de valeur, l'argument qui consiste à dire, supposons qu'au bout d'1 an, un patient reste répondeur. Est-il bien raisonnable de le priver d'un traitement ? Alors, vous allez prendre position, vous allez voter. Moi, j'ai une proposition à faire, qui est une proposition mûrement réfléchie, qui serait de dire, nous restons sur le principe d'un traitement d'1 an, mais si, dans le cadre d'une RCP, c'est-à-dire d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, alors que le médicament utilisé semble encore être actif, ou qu'éventuellement on a changé de médicament. Nous ne sommes pas favorables à la bithérapie, mais nous ne sommes pas opposés à ce qu'après l'utilisation d'un médicament, je pense à un anticholinestérasique, on puisse faire un autre. On pourrait envisager que le traitement soit poursuivi à la condition qu'un généraliste, qu'un gériatre et qu'un neurologue, oh, ça ne choquera pas M. Albin, on est dans un domaine qui n'est pas très original, les RCP, puissent s'assurer qu'il y a lieu véritablement de prolonger le traitement. Alors voilà, c'est une proposition que je fais à la Commission, je ne sais pas si vous devez l'adopter. Sachez simplement que cela permettrait probablement de résoudre le problème éthique d'un arrêt de traitement ou d'un arrêt de prise en charge, plus exactement du traitement, alors que le traitement est encore un peu efficace. Voilà. Mes chers amis, maintenant, le débat doit commencer. Alors, qu'est-ce que vous me dites, Madame la chef de service ? Oui, bien sûr, je vous en prie. Je me permets d'alerter l'attention du président et de la commission sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait la possibilité de substituer un traitement pour un autre.
Non, je parlais de traitements qui n'avaient pas le même mécanisme d'action, hein, bien entendu. Ils n'ont absolument pas évoqué au cours de cette audition les interactions médicamenteuses non plus, qui sont une grande préoccupation de ces patients et de ceux qui les traitent. Bon, mes chers amis, oui, Madame Marie-Agnès Koenig. Alors moi, sur cette audition, je regrette simplement une chose, c'est que la personne qui représentait les laboratoires venus soutenir les produits anti-Alzheimer se soit placée sur le seul plan de la santé publique et sur le plan économique, parce qu'il y avait quand même des problèmes au niveau justement de l'évaluation de ces médicaments, en particulier le bénéfice-risque, et on n'en a absolument pas parlé. Donc c'est un regret que j'ai. Mais je n'ai pas voulu sembler agressif, mais il y a une phrase qui peut revenir et que beaucoup de membres de la commission ont partagée le 20 juillet. Si ces médicaments marchaient bien, ça se saurait. Hein, ça se saurait. En revanche, malheureusement, les effets indésirables, on les connaît. Ils ne sont pas dissimulés. Bien, Marie-Agnès Koenig, merci pour cette intervention. Je voulais répondre au docteur Ponsonnaille sur le taux de remboursement de ces médicaments, que ce soit au régime général ou au RSI, où les assurés du RSI sont un ALD beaucoup plus tard que les autres. On est à 94% de taux de remboursement moyen pour ces produits, actuellement. Bon, ben ça, voilà une information, Madame Bourdelle, qui nous est précieuse, si tant est qu'elle aurait pu être prédominante dans notre avis définitif. Monsieur Ponsonnaille. Oui, outre cette affaire du remboursement, moi j'ai été frappé dans l'argumentation qu'ils ont donnée pour la notion de maintien de ces traitements au long cours. Concernant les traitements à court terme, bon, j'étais d'accord globalement avec nous. Pour le long terme, ils ont utilisé comme argument le fait que pour eux, ils se comparaient à des cohortes antérieures à la prise de médicaments. Je dis bien des cohortes antérieures. Or, manifestement, depuis la prise des médicaments, et là, il l'a éliminé d'un seul trait. Tous les autres thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses, il a dit, sont considérées comme inefficaces. Je trouve que c'est une conclusion un peu rapide de dire que tout ce qui a été fait depuis 10 ans à côté du médicament pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, stimulation, tout ce que l'on veut, prise en charge très particulière et très lourde, c'est en particulier le cadre du plan Alzheimer, il a éliminé d'un revers de main cette notion d'intérêt que pouvait représenter cette prise en charge globale. Or, c'est vis-à-vis de cela qu'il faudrait se comparer, et non pas vis-à-vis des cohortes antérieures à cette notion-là. Moi, j'approuve complètement votre point de vue, et d'autant que je l'ai trouvé même sévère dans son expression sur le plan Alzheimer, et il l'a balayé d'un revers de main. Il est quand même un spécialiste de la question, et il le connaît bien. J'imagine qu'il a participé à l'élaboration, enfin peu importe. Bien, j'aimerais bien que nos vice-présidents s'expriment. Élise Tré-Le-Cas. Enfin, dans ce qui a été dit par l'expert qui est venu qui a accompagné les firmes, c'est en fait un plaidoyer sur la maladie d'Alzheimer. C'était un drame. Il a donné tout ce qui était catastrophique, mais en aucun cas, il a apporté un argument qui nous permette de dire que les médicaments pouvaient avoir un effet quelconque sur les différents items dramatiques de cette maladie. On est tous d'accord pour dire que cette maladie est dramatique et qu'elle nous guette probablement un certain nombre. Mais je veux dire que c'est ce qu'il a dit. Il a finalement défendu le SMR faible, parce qu'il a lui-même reconnu que le bénéfice-risque était faible. Il l'a dit à un moment donné. Donc, ce qui est dommage, c'est que voilà, on a, même sur sa présentation, je pense qu'on n'a pas d'argument aujourd'hui pour changer. Merci beaucoup. Jacques Jourdan. Oui, je pense qu'effectivement, la présentation n'a pas servi véritablement les intérêts des firmes, dans le cas particulier, et donc par conséquent, malheureusement, des patients. Depuis le début, dès l'origine, donc ces médicaments ont toujours posé question, on le répète, et n'oublions pas que lorsque nous avons rendu un avis avec un service médical rendu important,
on l'a associé à la mise en place d'une prise en charge globale des patients. Et donc le médicament avait été supposé avoir un effet structurant. Bon, il s'avère que cette supposition n'est plus maintenant maintenue, si je puis dire, par les observations qui ont lieu dans la vie réelle. On a également observé que l'éco-prescription de psychotropes était évidemment importante. L'expert qui s'est exprimé a bien dit qu'il y avait 30% de patients qui recevaient aussi des psychotropes et donc par conséquent qui avaient des états neuropsychiatriques qui n'étaient pas véritablement contrôlés par ces médicaments. Donc je veux dire, c'est un constat d'échec à l'évidence, hein, bien entendu. Et donc le SMR qui a été attribué trouve sa justification dans l'ensemble de ces items. Et si on prenait le dossier en tant que tel, en tant que l'évaluation de l'efficacité pharmacologique des produits, chacun pour ce qui les concerne, on balancerait entre l'insuffisant et le faible. Alors, je crois que pour revenir à la proposition du président tout à l'heure, peut-être que ma proposition doit être nuancée. Je ne savais pas qu'elle pourrait vous intéresser à ce point. J'ai dit neurologue, ça pourrait être un psychiatre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut neurologue ou psychiatre, parce que effectivement, il y a un déficit dans l'appréciation gérontopsychiatrique, si je puis dire, un déficit de communication entre la discipline gériatrique et la psychiatrie. Et je crois que c'est important. Alors, soit le neurologue est neuropsychiatre, et à ce moment-là, le problème est moins en moins. Mais il y en a de moins en moins, non, mais ils sont sages. Qui souhaite intervenir, mesdames, messieurs? Monsieur Sichel, bien sûr. Moi, je suis, encore une fois, je veux dire, je suis quand même gériatre, en plus d'être généraliste. Alors, j'ai un petit peu été choqué par le fait qu'ils disent que les patients étaient sous-diagnostiqués. Je pense qu'actuellement, c'est plutôt l'inverse. Dès que les gens ont un oubli, ce qu'on appelle les oublis bénins dus à l'âge, les gens se précipitent en disant « Docteur, ça y est, j'ai la maladie d'Alzheimer » ou c'est la femme qui amène le mari ou l'inverse en disant « Ça y est, c'est une maladie d'Alzheimer ». Donc, on a beaucoup plus de mal souvent à prouver, à essayer de démontrer que ça n'est pas une maladie d'Alzheimer, en tout cas pas pour l'instant, plutôt que l'inverse. Donc je ne pense pas que le sous-diagnostic soit une réalité. La deuxième chose, c'est que la prise en charge est faite en ALD, et ça a été dit donc par les instances. C'est vrai qu'on a quand même ce réflexe. Et on est relayé par cela par les pharmaciens, qui, lorsqu'ils voient arriver des médicaments, surtout s'ils sont remboursés à 15% ou inférieur, disent aux gens, demandez à ce que ce soit mis en ALD, vous serez remboursé à 100%. Et les gens se précipitent chez nous en disant, docteur, vous avez oublié de me faire la demande d'ALD pour cette maladie. Donc de ce côté-là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Il y a une seule chose pour laquelle je serais un tout petit peu d'accord, et vous l'avez repris, Monsieur le Président, c'est sur la durée du traitement, où il est difficile, quand quelqu'un semble bénéficier de ce traitement, de lui dire, bon, mais maintenant, ça fait 1 an et 1 jour, vous arrêtez le traitement. Je me vois mal dire ça à mes patients. J'apprécie infiniment votre intervention, Monsieur Sichel. Elle est sage. Ah, nos amis pharmaciens. Je n'aurais pas manqué de vous interroger. Merci, Patrick Vière. Merci, Monsieur le Président, de penser à nous. Vous avez parlé de réunions de concertation pluridisciplinaire avec à la fois médecins généralistes et gériatres et neurologues ou psychiatres. C'est bien. C'est où d'accord, oui. Et je pense qu'on pourrait peut-être intégrer quand même les réseaux. Au jour d'aujourd'hui, il y a des réseaux de gériatrie et des réseaux Alzheimer qui fonctionnent très bien et qui pourraient aussi prendre ce rôle, parce que je crois qu'il ne faut absolument pas les oublier sur le terrain. Une très bonne remarque. Monsieur Frédéric Courteil, souhaitez-vous, au titre de la pharmacie, comme Monsieur Vière, vous exprimer? Non, tout à fait dans le même sens. C'est un fait que les réseaux ont un impact assez important sur le plan local. À défaut d'avoir justement une équipe fortement disciplinaire, les réseaux viennent suppléer en général ces manquements de spécialistes qui sont très utiles dans ce contexte-là. Au cas où la Commission retiendrait cette option, il faudra que vous nous aidiez dans la rédaction de ce texte, de cette phrase, c'est-à-dire un accord pluridisciplinaire faisant intervenir le médecin traitant, le médecin généraliste, qui d'ailleurs peut être gériatre.
Bon, enfin, il vaut mieux qu'il soit moins 2, et le neurologue ou le psychiatre, tout simplement en fonction aussi de l'accessibilité de ces disciplines pour les patients. Il faut penser à ça. Et puis, vous nous expliquerez comment rédiger l'intervention des réseaux. Mais il faut le faire très vite, pour cet après-midi, messieurs les pharmaciens, pour cet après-midi. Oui. Monsieur Trémolier. Je me faisais une réflexion à propos de la limitation de durée des traitements. En t'entendant tout à l'heure, je me demandais s'il fallait écrire pour de bon que, au cas où il y aurait une nette amélioration qui se poursuive, on pourrait continuer le traitement au-delà d'1 an. Dans la réalité des choses, le médecin généraliste le décidera tout seul. Alors, je comprends très bien ce que dit Claude sur le fait qu'il est difficile d'aller dire aux gens au bout d'1 an, mon vieux, ça sert à rien, on arrête. N'empêche que c'est à cette rubrique-là que la totalité des benzodiazépines qui, dans leur AMM, ont des durées de traitement qui sont limitées au maximum à 8 semaines, sont prescrites pendant 15 ans à la moitié des gens, parce qu'on ne tient absolument aucun compte des durées. Bien sûr. En tout cas, il faut que cette commission, si elle en est d'accord, il faudrait que cette commission lance le signal. Au bout d'1 an, au bout de 6 mois, on commence une évaluation du traitement, et au bout d'1 an, on se pose la question. C'est là qu'on doit se poser la question, on arrête ou on n'arrête pas. Mais il faut absolument qu'on écrive qu'au bout d'1 an, la question se pose. Patrick Vierre. Excusez-moi. De toute façon, nous sommes, obligés de vérifier qu'il y a une prescription initiale spécialisée qui est valable 1 an. Donc, au bout d'1 an, ça tombe. C'est un peu dans cet esprit qu'on avait proposé un arrêt au bout d'1 an. Bien, mesdames, messieurs, oui, monsieur le professeur Duboc. Non, juste un mot sur les effets secondaires cardiovasculaires, parce que j'estime qu'il les a balayés d'un revers de main en disant finalement, on a beau en parler, mais il n'y a jamais eu de surmortalité démontrée. D'autre part, ils prennent souvent des médicaments qui ralentissent le cœur, donc on ne sait pas d'où ça vient. J'ai trouvé que ce n'était pas très honnête, parce que finalement, dans la vraie vie, c'est vrai que quand on prend un bêta-bloquant, et si on prend un anticholinergique en plus, ça va ralentir encore plus le cœur. Ça vaut la peine d'en prendre un anticholinergique si ça fait quelque chose, mais si ça ne fait pas grand-chose et que la sanction, c'est de mettre un pacemaker, là, on va faire de la morbidité. Et les gériatres nous les envoient très régulièrement, ces patients. Et puis, quand ils en prennent, très souvent, ils se prennent les pieds dans le tapis parce qu'ils ne sont pas stables, et ils font la fracture de je ne sais quoi. Et puis, il y a une morbidité qui n'est pas directement liée aux médicaments, mais qui est liée à ses conséquences. Donc, à partir du moment où on a un produit qui ne marche pas beaucoup et qui a quand même ses effets secondaires qui sont, à mon sens, importants, si on devait réévaluer à nouveau la SMR, ce serait plutôt dans un sens encore plus défavorable que ce qu'on lui a attribué jusqu'à présent, enfin pour moi. Merci infiniment. Bon, eh bien écoutez, oui. Je voulais juste vous demander une clarification. Au bout d'1 an, chez les patients qui semblent être encore répondeurs et qui n'ont pas beaucoup trop d'effets indésirables, est-ce que vous proposez qu'on continue le même traitement ou qu'on donne un deuxième traitement systématiquement? C'est ce que j'ai pas compris. Ah non, qu'on continue. On ne va pas changer un traitement qui est censé être un peu efficace, bien sûr.